J'ai un scoop pour vous. Non, regardez-moi, corruption. Attends, le lacet réalisé, après je te fais avec Jimmy Briand, justement la frappe ensuite. Oh, elle est belle, la légalisation. La clim, une nouvelle fois, mise par l'Olympique de Marseille dans cet Olympico. Now, so you're being a bully. John, stop talking. Oh, la frappe d'Eden Hazard, exceptionnel. Ce PSG est trop fort, ce PSG est fou. Stadium Ligue 1, le podcast du football français. On souffle enfin, on fait baisser le palpitant, on met les nerfs au repos. Et je vais vous dire quelque chose, c'est pas si mal que ça, parce que personnellement, je trouvais que cet enchaînement de matchs a eu un impact sur la qualité de ce beau sport qu'est le football et qu'on adore. Alors, vous l'entendrez pas tous les jours sortir de ma bouche, mais je suis bien content d'avoir cette trêve internationale. Les joueurs vont pouvoir partir dans leur sélection, déconnecter un peu des enjeux du quotidien, faire le tour du monde. Bref, parfait pour sauver la planète. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Content de vous retrouver sur Stadium Ligue 1, sur notre deuxième épisode sur YouTube. Moi, je suis très content de partager ce moment avec mes acolytes du jour. Forcément, les deux, vous les connaissez. Le premier, c'est l'homme de goût. Thomas, le champion d'Europe, comment tu vas ? Écoute, très bien, salut Dusty, salut James, salut à tous, très très bien, très en forme pour un petit enregistrement le dimanche. Non, écoute, trêve internationale, moi je regarde jamais trop les matchs internationaux à part en zappant, en tombant sur la France, si c'est des gros matchs, mais sinon ça me permet de faire ma petite pause football. Donc un petit peu dégoûté aussi parce que moi j'ai pas regardé le match de foot hier soir, j'ai regardé le match de rugby. Donc je suis encore en deuil et en gueule de bois ce matin, même si j'ai pas bu d'alcool. Mais écoute, on va parler foot et ça va nous faire penser à autre chose. Donc hâte de pouvoir discuter de ces deux sujets intéressants avec vous. J'ai regardé aussi, j'avais mal au cœur. Je te jure, j'étais dépité. En deuxième mi-temps, je me suis dit on est à 14 contre 15, on va les exploser. Ouais, la deuxième mi-temps, le début de la deuxième mi-temps, tu te dis ça, et puis au final, le rouleau compresseur, il se met en marche, et tu as l'impression que tu peux plus rien faire, tu te fais rouler dessus. Tu comprends pourquoi ils sont 2 fois champions du monde, quoi. Ah ouais, je te dis, on l'aura jamais. Il nous manque des joueurs. Il y en a qui vont revenir. Dupont, il devrait revenir d'ici la fin de l'année. On va voir ce que ça donne. Mais bon, tranquille pour cette année, mais... écoute, c'était... heureusement que c'est un test match, comme on dit. Je te jure. Je te jure. Et bon, on va parler foot, ça va faire du bien. Ouais, exactement. Et enfin, pour nous accompagner, notre ami du Nord, notre ami euphorique, notre ami qui est actuellement 2e du championnat au moment où je vous parle. James, comment tu vas ? Ça va super bien. On a assisté au meilleur match en termes de qualité de mon équipe hier. Fallait faire le bon choix, messieurs. Fallait pas regarder le rugby, fallait regarder le meilleur club du monde. Et non, franchement, je pense qu'on va revenir un peu sur ce match contre Monaco. Alors certes, il y a eu des faits de jeu qui ont pour une fois été dans notre sens, faut le noter. Mais quand même, prestation absolument parfaite sur tous les points. Et puis, on va pouvoir se reposer et se dire qu'on va être au minimum 3e de Ligue 1 pendant la trêve, quoi. C'est pas mal. Franchement, j'ai vécu pire. Ouais, j'imagine que tu as vécu pire. Là, c'est quand même une bonne année. Et de toute façon, dans tous les cas, nous, on va en reparler puisque les deux sujets d'aujourd'hui, dans une première partie, on va parler du PSG, notamment de Luis Enrique, à savoir est-ce que on devrait lui accorder une confiance aveugle au vu de ce qu'il a fait, au vu de cette saison et des critiques qu'on peut entendre. Et dans une deuxième partie, on va parler bien sûr du RC Lens et se demander, au vu de leur début de saison, est-ce qu'ils peuvent reproduire la même saison que 2022-2023 où ils avaient fini 2e du championnat à 1 point du PSG. Messieurs, je vous propose qu'on commence avec ce premier sujet sur le PSG. Je vais commencer avec toi, Thomas, en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Est-ce que toi, tu penses que, oui, non, on devrait accorder une confiance aveugle à Luis Enrique au vu de tout ce qu'il a fait ? En fait, si tu retournes la question, c'est pourquoi tu lui accorderais pas une confiance aveugle après tout ce qu'il a fait, en fait ? Parce qu'il est arrivé, il était critiqué au PSG pour sa première année, malgré le fait qu'il ait fait une demi-finale de Ligue des Champions
et qu'il ait gagné tous les trophées nationaux. Le jeu n'était pas, on se rappelle, pas flamboyant, manque d'efficacité, un joueur Mbappé qui faisait pas forcément les efforts, qui déséquilibrait peut-être un peu l'équipe et qui avait pas du coup cette harmonie qu'on pouvait voir dans sa deuxième année. Et la deuxième année, début d'année un peu compliqué. Et puis à partir de décembre et de ce match contre City où tu as une équipe qui se met à rouler sur tout le monde et à proposer un jeu exceptionnel. On l'a vite comparé à la fin de la saison aux plus grandes équipes de l'histoire comme le Bayern 2012, le Barça 2010, ou les United de 2008. Donc t'as quand même un héritage, ou en tout cas qui a été construit et qui était en train de se construire. Un joueur qui est devenu Ballon d'Or dans son équipe, grâce justement à ce collectif-là. Plusieurs joueurs qui progressaient pas bien et qui se sont mis à énormément progresser. Donc en fait, à la fin, le bilan, quand tu le fais, tu te dis, tu as réussi à créer un collectif exceptionnel, à sortir des joueurs, des individualités exceptionnelles. Tu as gagné le trophée que Paris attendait depuis tant de temps. Donc pourquoi, en fait, tu ne lui donnerais pas le crédit, justement, et la confiance dans les mois à venir et peut-être les saisons à venir, et pourquoi tu voudrais pas justement continuer à construire avec ce mec. Et donc première chose, et deuxième chose surtout, c'est que Paris, je pense qu'ils sont dans une compétition et dans une manière d'aborder le foot qui est différente aujourd'hui. C'est-à-dire que avec la Coupe du Monde des clubs et puis le budget qu'ils ont et l'avance qu'ils ont en Ligue 1, ils peuvent se permettre aujourd'hui en Ligue 1 de préparer justement la deuxième partie de saison, plutôt que de jouer à fond les matchs, comme peuvent le faire les équipes derrière eux. Là, c'est surtout comment on va faire récupérer les joueurs, comment on va faire tourner l'équipe pour qu'elle soit en forme en février-mars. Et du coup, cette avance-là au niveau budget, au niveau sportif, fait que Paris ne vit pas et ne joue pas le même football aujourd'hui que les autres équipes de Ligue 1. Et c'est vraiment, moi, mon analyse, sans être côté supporter, avec peut-être un point que les gens peuvent trouver arrogant ou autre, c'est vraiment pour moi mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, Paris ne joue pas le même football et ne vit pas dans le même monde, c'est factuel. Il y a 600 millions d'euros d'écart entre eux et le deuxième budget qui est Marseille. On ne peut pas considérer qu'ils ont les mêmes moyens, les mêmes chances et qu'ils sont logés à la même enseigne que les autres équipes. Donc, forcément, aujourd'hui, la saison de Luis Enrique, du PSG, elle est peut-être un peu moyenne sur les résultats, mais là où on va vraiment le juger, c'est en février-mars. Et si ça fait encore une demi-finale de Ligue des Champions ou une finale de Ligue des Champions où ça la gagne, mais tu pourras pas lui dire grand-chose et tu vas continuer en fait à lui faire confiance, à lui accorder ce crédit-là. Donc pour moi, c'est un peu tôt pour juger. Il y a des joueurs qui sont blessés, un effectif qui est un peu court physiquement, qui n'a pas pu faire le foncier que les équipes font justement à la trêve pour se préparer. Et je pense que le foncier, ils sont en train de le faire là actuellement, en préparant les matchs et en jouant des matchs de Ligue 1 comme des préparations de matchs. Quand tu joues contre Auxerre qui a 40 ou 50 millions de budget et que tu en as 850 millions, c'est des matchs de préparation. Tu remets peux acheter la ville carrément. Tu remets l'équipe en selle et tu remets les joueurs en selle. Oui, c'est ça, on en rigole, mais si on parle sérieux, pour moi, le constat et l'analyse, elle est froide, elle est comme ça et elle est froide, mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est la vie du PSG, c'est ça aujourd'hui. Et c'est triste pour la Ligue 1, mais pour moi, factuellement, c'est mon analyse en tout cas. James, toi, t'en penses quoi, vu de l'extérieur? Est-ce que toi tu penses que t'as quand même via ton club, est-ce qu'on devrait accorder une confiance aveugle aujourd'hui à Luis Enrique au vu de ce qu'il a fait? Mais alors, oui, je suis désolé, mais tu gagnes avec des champions, t'as une équipe qui sur la seconde partie de saison cette année, franchement exceptionnelle. J'ai rarement vu un rouleau compresseur aussi impressionnant en Europe et en Ligue 1. Mais pour moi, en fait, ce qui m'étonne et là où je pourrais avoir des inquiétudes, c'est que tu l'as dit, Thomas. Oui, en Ligue 1, t'as le PSG, t'as les autres équipes, ça on est d'accord. En termes de budget, en termes de joueurs, là il y a pas de problème. Par contre, moi je trouve qu'il y a quand même des dossiers qui ont été, je vais pas dire foirés, mais plutôt mal gérés. Le dossier Chevalier / Donnarumma, pour moi c'était compliqué, mais est-ce que ça a été bien géré, je ne sais pas. Je remets pas en cause le talent de Chevalier, même si je l'aime pas. C'est un top gardien en Ligue 1. Mais est-ce que ça a été bien géré, pour l'instant, je sais pas dire. Et surtout,
tu savais que t'as pas eu de préparation, tu l'as noté, tu l'as dit Thomas, il n'y a pas eu de préparation, ça a été tronqué par la Coupe du Monde des clubs, etc. Donc les joueurs étaient fatigués, la saison était longue, et pour moi le recrutement, alors Zabarny c'est bien, il y a eu des bons recrutements, on va dire malins, mais oui, moi je l'appelle Bradley. C'est bien, on va attendre quand même. Moi je l'appelle Bradley Cooper perso, hein, mais Parce que 60 patates sur ça pour le moment. je pense que c'est un bon défenseur. Il est beau, mais... il est beau, c'est pas Oui. mal déjà. Ouais. Pas de lapsus entre beau et bon, s'il vous plaît, pour le moment. Sosie officiel au Bradley Cooper, hein. Franchement pour 60 millions c'est pas mal. Non mais je trouve que dans les recrues ça a été un peu décevant parce que tu savais que ça allait être compliqué l'après Ligue des Champions, que les joueurs sont fatigués, que les risques de blessures sont accrus. Mais ça a été décevant pourquoi? Par rapport à quel regard en fait? Parce que si tu poses juste le regard de Luis Enrique et de la direction, je pense que c'est pas décevant, je pense que c'est voulu. Oui, garder en fait, son le groupe. truc, c'est qu'il a mis la barre aussi tellement haute, je pense, avec les 2 premières saisons qu'il a faites. Cette 3e saison, peut-être que les attentes aussi étaient de rester aussi sur cette même ligne, c'est-à-dire sur cette j'ai pas envie de dire exigence ou rigueur parce qu'ils l'ont, mais on s'attendait qu'ils soient aussi dominants que l'année dernière. L'année dernière, on parle quand même d'une équipe qui a failli faire une saison invaincue. Ça s'est joué à 2 matchs qu'ils ont un peu, on va pas se mentir, bazardé. ils ont bazardé, ils les ont lâchés. Donc forcément, au début de saison, on s'attendait à ça. Là, on voit que c'est une saison où ils sont un peu plus concurrencés, que ce soit par Marseille ou même par Lens, dont on va reparler dans cette seconde partie d'émission. Et forcément, là, avec les différentes blessures, la concurrence, on peut se poser des questions. En tout cas, c'est légitime aujourd'hui de se poser des questions, à savoir est-ce que l'effet Ligue des Champions lui accorde le fait d'avoir gagné la Ligue des Champions lui accorde tous les crédits, carte blanche surtout. Mais moi, en lien avec ce que James disait par rapport au recrutement, où je suis d'accord et pas forcément d'accord d'un autre point de vue, je vais m'expliquer, c'est que tu peux ne pas recruter, parce qu'il y a les grandes équipes qui ont enchaîné des doublés ou des triplés en Ligue des Champions ou des dynasties. Si on regarde l'effectif, le 11 c'est le même pratiquement. Le Real Madrid, le milieu de terrain, c'est le même. C'est ce que j'allais citer, le Real. L'attaque, c'est la même. La défense, c'est la même. Le United, à l'époque où ils sont costauds, c'est Ferdinand Vidic, c'est Cristiano, c'est Rooney, c'est Carrick, c'est Scholes. On n'en cite pas d'autres. Le Barça, la grande époque, et la deuxième grande époque, c'est Rakitic, Iniesta, Busquets, ou Xavi, Iniesta, Busquets. Les ossatures et les groupes, ils changent pas, les titulaires ne changent pas. Donc il n'y a pas de recrues de mecs de 80-120 millions d'euros qui viennent pour bousculer la hiérarchie, pour aller titiller la concurrence, etc. C'est toujours le même groupe qui gagne au final. Par contre, dans un autre sens, tu sais que tu as eu ta Coupe du Monde des clubs à la fin de la saison dernière. Tu fais pas de recrues forcément hyper costaud parce que justement tu te dis, moi je vais avec ce groupe-là, c'est avec ce groupe-là que j'ai gagné, c'est avec ce groupe-là que je vais regagner. Mais par contre, si tu veux en tout cas si tu dis je vais anticiper les blessures, peut-être que j'en aurai, va au fond de ton délire et au bout du délire, et tu mets pratiquement une équipe bis tout au début de ta saison, tout le temps. Et tu mets tes remplaçants et tes titis pratiquement tous les matchs de Ligue 1. Alors que là, au début de la saison, le trophée des champions et les 2-3 premiers matchs de Ligue 1, je me souviens du match contre Angers ou Toulouse, je sais plus, je m'étais fait cette réflexion, je me suis dit, bon, il va faire tourner, il avait mis l'équipe type. C'était la 2e journée, je crois. Les mecs, ils avaient enchaîné le trophée des champions, donc 2 semaines de vacances, 1 semaine de prépa ou 2 semaines de prépa, trophée des champions, et au bout de 2 matchs de Ligue 1, il met l'équipe type. Donc si tu veux, tu te dis, je prends pas de recrues, etc., et je veux rester sur cette dynamique-là, tu sais que les mecs n'ont pas soufflé, fais-les souffler jusqu'au bout, et va au bout du délire. Quitte à te prendre des critiques, parce que les gens vont dire tu vas chier sur la Ligue 1, etc., mais va au bout du truc pour vraiment que ton équipe, elle se remette en forme physiquement, et que tu puisses aller sur une 2e saison avec cette équipe et ce groupe-là avec lequel tu es allé l'année passée. Et d'autant plus que là, il y a eu son interview avant le match de Lyon, et forcément la question lui a été posée sur le recrutement, sur la gestion de ses joueurs, sur les blessures, sur les absents. Lui, il est plutôt serein. Là-dessus. Il dit non, on n'a pas besoin de se préoccuper. Les blessures, ça arrive. Mais au final, quand on regarde son équipe, il a eu. Alors, c'est arrivé peu de fois, mais il a eu beaucoup de mal à réaligner l'équipe qu'on a pu voir en finale de Ligue des Champions, qui, on peut le dire, son équipe type. Si tu retires bien sûr Donnarumma qui n'est plus là.
Donc il y a cet aspect-là aussi. Est-ce qu'on peut pas se demander sur le mercato? Et c'est là où je partage à moitié ta vision, Thomas. Pour moi, il y a deux visions sur le sujet. C'est est-ce que bah voilà, il va au bout de son délire, il a pas besoin de recruter, mais derrière, ça lui permet de laisser plus de place aussi à des remplaçants. On voit des Lee Kang qui jouent Ah, des plus, Titi, des même à des Ramos Titi. qui jouent plus, des Mbaye. Titi qui jouent plus, des Mbaye, des Mayoulou, des Zahir Emery aussi qui revient bien cette saison. Mais en même temps, est-ce qu'il se met pas en danger? Alors tu le disais, le PSG c'est une équipe qui est plus forte que les autres, mais le PSG c'est une équipe qui a déjà perdu des championnats. 2007 Monaco a été champion, 2021 Lille a été champion, l'année d'après sous Galtier, bon certes il lâche un peu les matchs en fin de saison puisqu'il était déjà champion, mais au final Lens finit quand même à un point derrière le PSG. Donc il y a ces deux visions-là et quelque part la deuxième, elle s'entend aussi parce qu'il y a des cas qui sont déjà arrivés où le PSG a perdu le championnat. Ouais, je sais pas James, si, ouais, James, je sais pas, tu veux rebondir dessus. Réagir sur. Ouais, ben avec plaisir. Alors, je vais juste étayer un peu mon raisonnement. C'est que pour moi, le recrutement, effectivement, le 11 t'y touche pas, vu que l'équipe elle est monstrueuse à tous les niveaux, ça y a pas de souci. Mais en fait, c'est sur le banc, je trouve, que c'est un peu décevant. Tu sais que tes titulaires vont pas forcément être au niveau tout de suite. Alors oui, faire confiance au Titi, c'est bien. T'as des remplaçants qui ont plus de temps de jeu, c'est très bien, mais sauf que je pense que ça n'a pas été bien fait dans ce sens-là en fait. Oui, le 11 tu le bouges pas, mais le banc pour moi il aurait dû être refait et apporter de la qualité à ce niveau-là en fait. Et pour revenir Après, la qualité, la qualité de Luis Enrique, enfin, je pense qu'il était persuadé, et au fond de lui, qu'il l'avait sur le banc, la qualité. Bah je sais pas. Après, Pour moi, je pense qu'il se dit un Zahir Emery, ça va faire rentrer dans la rotation, un Maïlou, ça va rentrer dans la rotation, un Ramos, ça va rentrer dans la rotation, un Kangin Lee, un Zabarni, un Lucas Hernandez, un Beraldo. Pour moi, je pense que dans sa tête, il s'est dit, peut-être qu'on va ajuster un peu avec un Zabarni et on va remplacer Chevalier, donc je parle pas de Chevalier, mais on fait un plus 1 moins 1, enfin un plus 1 et moins 1, vous m'avez compris. Mais Zabarni, au final, tu avais besoin d'un mec en défense. Oui. Pour commencer à anticiper l'après Marquinhos, et puis tu peux pas faire la saison avec 3 défenseurs centraux quoi qu'il arrive, donc il te fallait un 4ème. Mais après le reste, je pense qu'il l'a, tu vois, enfin dans sa tête en tout cas, il s'est dit, j'ai avec les Mbaye, les Ndjantou, les Mayoulou et tout, j'ai en tout cas des doublures à chaque poste. Oui, en termes numériques, tu les as, mais en termes de qualité, je ne pense pas. Après, tu peux pas aller chercher des top joueurs en doublure, c'est pas possible. Oui, c'est compliqué. Ça, c'est pas surtout possible. Quand tu vois, tu parles des Titi, mais quand tu vois qu'un Mbaye, par exemple, et alors je sais pas si c'est rétrogradé, si c'est lié à quelque chose d'extérieur personnel, mais il est quand même renvoyé chez dans la réserve ou U17, Ah ouais. je sais plus. Tu peux te poser des questions, surtout qu'il n'a pas été hyper convaincant sur ce début de saison pour l'instant Mbaye. Pour moi, le seul Titi qui a été très convaincant et qui est déjà dans la rotation, c'est Mayoulou et était déjà là l'année dernière, donc il n'y a pas de souci. Mais après, pour le reste, même Ndjantou, très sympathique, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, mais pour l'instant, de là à pouvoir remplacer certains joueurs, notamment au milieu de terrain, cette année au PSG, en tout cas sur ce début de saison, je me dis c'est peut-être un peu limite. Et c'est là où je me dis peut-être que Luis Enrique, dans sa stratégie de vouloir garder un effectif cohérent et garder le même groupe, ce qui est tout à fait normal, il aurait peut-être dû rajouter 1 ou 2 éléments supplémentaires qui n'auraient pas fait de mal et qui auraient apporté un peu plus de fraîcheur au club. Ouais. Après, si tu regardes l'effectif devant, donc tu as titulaire Gvara, Dembélé, Doué. Ensuite, tu as Barcola, Ramos, Mayoulou, Kangin Lee. Tu vois, au niveau numérique, tu en as. Donc, si tu veux aller chercher quelqu'un, c'est pour rajouter encore quelqu'un, ou alors il fallait faire partir quelqu'un. Alors que alors que ces joueurs-là, ils t'ont fait la maille. Tu vois, Barcola, c'était un 11,5, on va dire, en 11e joueur, enfin 12e joueur, mais il était quand même souvent aussi titulaire dans la saison. Donc,
tu vois, Kanguini, quand je vois les matchs qu'il fait cette saison-là, je me dis, bah, c'est bien d'avoir gardé un mec comme ça au final. À chaque fois qu'il fait une rentrée, c'est plutôt correct, il apporte quelque chose. C'est lui qui impulse, en tout cas, quelque chose contre le Bayern en deuxième mi-temps quand il rentre. Ouais, complètement. Barcola, on connaît ses qualités. Je pense que c'est bien d'avoir un profil comme Barcola qui rentre dans la profondeur et qui fait des appels de balles dans la profondeur qu'on n'a pas du tout ailleurs dans l'attaque à Paris. Ramos, à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il marque des buts. Oui. Et il en a marqué contre toutes les grandes équipes. Pas toutes les grandes équipes, mais en Ligue des Champions, il en a marqué contre des grosses équipes. J'ai souvenir, c'était contre qui l'année dernière qui marque contre City, le 4e but. Ouais, le 4e but contre La City, lucarne bien qui sûr. met Alors qu'on le pensait hors jeu. Exactement. Ouais, exactement. Donc, tu as des joueurs qui ont, en tout cas, en tant que remplaçants, alors peut-être pas titulaires, c'est vrai, mais en tant que remplaçants, qui ont fait la maille et qui ont fait leur preuve. Donc le problème, ça aurait été quoi ? Ça aurait été de recruter un titulaire. Mais du coup, tu recrutes pas un titulaire parce que tes titulaires, tu les as déjà et tu vas pas les mettre en difficulté. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais pardon, James, tu voulais dire quelque chose ? Non, mais effectivement, c'est pas facile parce que moi je dis que quand je disais que le recrutement était. C'est pas un échec, mais voilà, ça a été compliqué. C'est pas facile de recruter quelqu'un qui va pouvoir t'apporter techniquement la même chose qu'un titulaire et en même temps, ça doit pas être il doit pas prendre la place d'un titulaire. Mmh. Genre, je pense par exemple à un Hakimi. Faut une doublure. Je sais même pas qui est la doublure d'Hakimi Zaïre actuellement. Emery. Zaïre Emery. Ouais, tu le disais en podcast, Thomas, sur le dernier épisode d'ailleurs. Zaïre Emery, alors ce gamin-là n'est pas foutu, il a 18 ans, 19 ans, je crois. 18 ans, 19 ans, ouais. C'est encore un gamin. Est-ce que latéral droit, c'est sa position ? Est-ce qu'il est fait pour ça ? Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est pas facile de devoir mettre quelqu'un une doublure qui est suffisamment bon pour pouvoir remplacer ton titulaire. Impossible. C'est le meilleur du monde. Ah oui, ça je suis d'accord. Donc Mais c'est comme tu me dis, demain je remplace Dembélé qui va être meilleur que Dembélé à son poste. C'est le ballon d'or. C'est comme remplacer Dusty au podcast, tu vois, c'est impossible. C'est pour ça que c'est Brice qui le fait, parce que c'est la même famille. Exactement. Et je voudrais juste dire un truc, j'ai pas rebondi dessus, mais tu parlais des championnats perdus par le PSG, et je l'ai dit qu'avant le match de Strasbourg, j'avais dit, le PSG va gagner, je pense, il n'y a pas de souci, 99% de chances que le PSG gagne. Mais il y a quand même le 1%, et peut-être qu'on a une saison où le 1% peut arriver. Parce que, on va rester mesuré et pragmatique, je suis d'accord, on est qu'en novembre, la saison se gagne vers février, mars, avril, on est d'accord. Non mais maintenant, je pense à 7 points les équipes derrière le Paris. Ils se calent dessus les pauvres. Enfin, il n'y en a pas une qui arrive à enchaîner et qui arrive à prendre des points. Genre, regardez, votre saison où vous finissez deuxième, vous finissez avec 84 points. 84 points, c'est monstrueux. Oui. Et c'est le plus haut. Lille, ils finissent avec 85 points quand ils sont champions. Hein, Monaco, ils finissent avec 95 points quand ils sont champions. Pour être champion devant Paris, il faut que Paris soit un peu moins bien et que l'équipe derrière fasse une saison monstrueuse. Sans faute. Oui, sans faute. Et pour l'instant, il n'y a pas d'équipe qui font de sans faute derrière le PSG, au contraire. Mais ça, je suis d'accord avec toi. C'était l'une d'un point que je voulais aborder, c'est de savoir si, au vu de ce début de saison, Paris se mettait-il pas en danger, que ce soit au niveau du championnat ou même en Europe. Bon, alors en Europe, ils ont 9 points, là, ils ont perdu contre le Bayern, qui est la meilleure équipe actuellement, je pense, d'Europe. Le plus rodé, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça exactement. Ils sont trop forts. Pas d'autres actuellement. Ah si, Arsenal, pardon, qui sont pour moi les équipes les mieux rodées en tout cas en ce début de saison. Mais et tu le disais déjà en podcast la dernière fois, Thomas, c'est que et puis James, toi t'étais pas là, donc tu peux nous donner ton avis sur la question. Mais ouais, est-ce qu'aujourd'hui il y a une concurrence qui, même quand il y a un PSG un peu malade, qui peut bousculer ce PSG un peu malade? Alors, comme l'a dit Thomas, je suis d'accord avec ça, c'est que le PSG, pour faire un exploit entre guillemets, il faut que le PSG soit moins bien, ça soit dans un creux, et avec les blessures, l'enchaînement des matchs, ça peut être le cas. Je le pense pas, mais ça peut arriver. C'est possible. C'est possible. Parce que là, tu sais que Hakimi, tu vas le reperdre pendant 6 à 8 semaines, je crois. De toute façon, tu le vois pas avant janvier s'il fait la 4. Ouais. Et là, c'était 5 semaines minimum. Ouais, je crois, 5 ou 6 semaines. S'il revient bien et qu'il fait la CAN direct, tu le vois pas avant janvier. En plus, avec le Maroc, normalement, il va potentiellement aller loin dans la CAN. Ouais. Donc, tu vas lui laisser du repos derrière. Donc, même peut-être février avant qu'il se remette en forme et tout.
Doué, c'est je ne sais plus combien de temps Jusqu'à décembre, je crois, jusqu'à fin décembre. décembre. C'est pas- Ça peut jouer. Après, le PSG est surpuissant et je l'ai vu contre le PSG Lens. Le PSG fait pas un gros match, mais t'as 2 inspirations de Barcola et puis ça suffit. Mais le PSG fait Donc- pas des gros matchs en Ligue 1 tout court, hein. Contre Ah, beaucoup on est d'équipes. d'accord. Mais ça suffit. C'est Bah oui. des matchs de champions. C'est ce que je te Je- disais, ils sont dans un monde parallèle. Ils sont capables de faire Oui. des matchs pas convaincants, pas très chauds, pas très bons. Les joueurs, collectivement, ça bégaye un peu. Les joueurs, individuellement, ils font moins de différence, mais ça gagne. Ça gagne derrière. Mais ça gagne. C'est ça désespérant. Mis à désespérant, part, oui et non. Mis à part le match contre Toulouse et Strasbourg et Oui. Brest où il y a eu beaucoup de buts, Ouais. c'est vrai que ça se joue à des 1-0, 1-0, 2-1, 2-0. 2-0, un partout. Bien sûr. Ouais. Je crois que c'est même pas la meilleure attaque pour l'instant du championnat. Non, c'est Marseille, Je crois que c'est Marseille. Je crois que c'est Marseille. Ouais, c'est Marseille. Et je sais le même pas si meilleur c'est- buteur, c'est Panikeli. Oui. Ouais. Ouais, c'est Panikeli avec Ouais, 12 c'est ça. buts. Et au PSG, le meilleur buteur, c'est Barcola avec 4 buts. Ouais, il met un doublé contre Lens, donc c'est pas non plus exceptionnel, exceptionnel Ouais, entre c'est guillemets. Et je voulais Non, dire un c'est- truc, mais C'est dur, hein, de se dire le Paris est en train de faire une saison où justement s'il y a une équipe derrière qui est monstrueuse, elle peut aller chercher le titre. Mm. Il n'y a pas d'équipe derrière qui en tout cas peut-être Marseille. Moi, il y a un Non. mois, je t'aurais dit Marseille s'ils continuent comme ça et que ça se stabilise et qu'ils arrivent à pas enchaîner des petites crises, à faire de petites crises avec des 2-3 défaites d'affilée et que Paris continue sur ce rythme un peu bas. Bah, en plus, tu te dis, Marseille a gagné contre Paris. Il y avait des signes, tu vois, il y a des signaux un peu. Il y avait des trucs qui te faisaient dire, bon, on va avoir une saison, il y aura 5 ou 6 points d'écart maximum à la fin. Il n'y aura pas les 15-20 points, ça c'est sûr. Mais peut-être même un peu plus que ça. Et là, avec ce qui se passe, en fait, tout ce que je vois de Marseille ou des autres équipes derrière, Lille qui est en train de faire une mauvaise série, etc., je me dis, mais en fait, il n'y en a pas un qui est capable d'assumer, en fait. C'est désespérant. alors on en reparlera au sujet 2, d'accord, hein, il y a peut-être un club qui non mais on en reparlera parce que j'ai des arguments mais on va rester pragmatique, hein. Il faut Non, rester ils sont pragmatique. sur des standards moins forts que la saison qu'ils font en 2022-2023 cette saison. Donc il faudrait qu'ils soient encore meilleurs que ça Ouais. dans les prochaines semaines. Ouais, c'est vrai que on va dire factuellement, gagne moins de points que la tu marques saison moins de buts. 2022-2023. C'est vrai, mais on en reparlera après. On va rester sur Paris, mais j'ai quand même des arguments sur le fait qu'on peut jouer les troubles faits, on va dire. Moi, en fait, le seul truc qui m'inquiète aujourd'hui avec Luis Enrique et pourquoi je dirais qu'il peut-être il a mal analysé la situation, c'est qu'on a été sur la saison depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, on est sur une saison inédite dans l'enchaînement des matchs. Il y a eu championnat, Ligue des Champions. Alors, certes, il y a moins de clubs en Ligue 1, il y a 2 clubs de moins, donc forcément, oui, 2 clubs de moins, donc t'as Oui, des c'est matchs ça. en moins. T'as pas la Coupe de la Ligue, donc t'as des matchs en moins aussi. Mais t'as eu cette Coupe du Monde des clubs qui s'est ajoutée. T'as eu qu'une semaine, une semaine de repos entre les 2 compétitions. Barcola, l'année dernière, en termes de matchs joués, c'est un record pour le PSG. L'année dernière, ils ont joué 65 matchs. C'est Si je énorme. me trompe pas. Ils ont C'est joué c'est 65 matchs. Ouais, je crois que c'est quelque chose. C'est trop. Barcola, il en a joué 64. Désiré Doué, 61. Fabien Ruiz, 61. C'est que 24-25. Hein. Neves et Vitinha, 59. Et après, je descends. Pacho, 57. Hakimi, 55. Et cette année, quand tu repars, tu repars avec des standards qui sont à peu près équivalents. Où, bon, cette fois, c'est Zahir Emery et Ramos qui ont joué 13 matchs tous les deux. Barcola, il en a joué 13 des matchs. Vitinha, 12. 13 matchs, on est en novembre, c'est On est énorme. en novembre. Et c'est que avec le club. Je parle pas des équipes nationales. Non, mais... Donc, je me dis, je veux bien que le but, c'est que ces équipes soient prêtes en février-mars, parce que c'est là où les compétitions comptent. Mais moi, ce qui m'inquiétait, c'était justement cette accumulation des matchs et en se disant, là, tu as encore une coupe internationale qui va arriver pour décembre. Tu as la Coupe du Monde à la fin de l'année, donc les joueurs ne voudront pas aussi se péter. Hein, ça reste une Coupe du Monde, et ça peut se comprendre. C'est là où en fait je suis un peu inquiet à ce niveau-là du côté du Paris Saint-Germain en me disant bon bah et c'est pour ça que recruter un joueur c'est peut-être pas ça aurait pas été Mais là ils vont une recruter là. mauvaise idée. Là ils vont recruter là avec les blessures. Là, ils ont pas le choix, là. Ouais, là, ils ont pas le choix. Ils Il a vont- ouvert la porte. il a même fait presque un mea culpa hein, en disant c'est vrai que j'ai peut-être géré j'aurais peut-être pu gérer différemment. Il a dit quelque chose comme ça.
par rapport aux joueurs qui ont beaucoup joué la saison dernière, quand en même temps ils se retrouvent avec Doué, Mendes, Hakimi, Dembélé blessés après un match, après le dernier match là contre Bayern. le Bayern. Forcément, tu te dis, oula, bon, j'ai peut-être quelque chose que j'aurais pu faire un peu mieux. Après, il peut pas prévoir toutes les blessures et les tacles d'assassin doublés d'un attentat lors d'un match. Mais qu'il fasse un mal coup pas, ça peut se comprendre. Mais après, il est pas responsable. Ça pouvait se comprendre qu'il voulait garder son noyau dur et qu'il fasse confiance aux remplaçants qui n'ont pas forcément eu le temps de jouer ce compte l'année dernière et au Titi. C'est une logique qui peut parfaitement se comprendre. Mais en fait, moi, je vais te faire un 11 pour la Ligue 1, où si tu mets Safonov, Beraldo, Lucas Hernandez, Zabarni, Zaïre Emery, au milieu tu mets Mayoulou, Djantou, allez, peut-être que tu fais rentrer un Vitinha ou un Joao Neves un peu, devant tu mets Barcola, Ramos, Kanginli, vous allez me dire que ça gagne pas contre Auxerre, Gagarin, etc. Mais ça gagne la Ligue 1. Mais pourquoi tu vas pas au bout de ton idée et du coup tu mets pas des équipes comme ça régulièrement pour faire souffler tes joueurs? Peut-être parce que les joueurs ils veulent jouer. Peut-être que les joueurs ils veulent pas non plus être sur le banc tout le temps. Mais non, mais tu fais ça un mois et demi, tu vois, pour les faire souffler, pour pouvoir faire ta prépa, pour pouvoir prendre tes vacances. Et de temps en temps, si t'as un blessé, tu fais rentrer un mec. Donc ouais, moi c'est vraiment ça que c'est comme interrogation. C'est en fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire en début de saison à mettre ses équipes types à la première ou deuxième ou troisième journée? Moi, c'est la seule interrogation que j'ai. Remettre dans le rythme. Ouais, mais avant d'avoir du rythme, faut que tu sois en forme. Ouais, faut être reposé pour être productif. Hein. Ouais, et deuxième question, j'avais peut-être que vous aurez la réponse, les gars. Parce que tu vois, quand il met ses joueurs, des joueurs un peu lambda, là, je regarde, c'est 3-3 face à Strasbourg, il est obligé de faire rentrer les titulaires. Quand Ramos est titulaire, c'est 1-1 face à Lille. Et encore, c'est parce que Lille, ils se sont cagués dessus pendant 85 minutes et ils ont commencé à jouer en fin de match. Tu perds contre Marseille, mais bon, c'est un autre contexte. Et sur cette période-là, la période où Ramos est titulaire, t'as 2 victoires, c'est Auxerre et Lens. Ouais, c'est clair. Non. Donc, non, mais Ramos, pour moi, c'est un bon super sub. Ouais. C'est pas un bon. Il est pas fait pour être dans le 11 titulaire. Un sub, il va t'apporter énormément. Mais il n'y a pas ce qu'il faut pour être titulaire opérationnel. J'avais une question, les gars, vous allez peut-être pouvoir me répondre. Les années de Coupe du Monde ou d'Euro, ils font comment, les joueurs? Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que c'était une Coupe du Monde des clubs. Ouais, après, généralement. Ouais, mais. Là, la problématique aussi, c'est que quand t'as la Coupe du Monde, t'as plus de temps de repos entre la Coupe du Monde et les reprises de championnat. Ah bon, les championnats reprennent plus tard? Alors, la Coupe du Monde finit plus tôt. C'est vrai qu'elle termine début juillet. C'est du 11 juin au 11 juillet. Ouais, et la Coupe du Monde des clubs, ça a terminé quand, là? Et la Coupe du Monde des clubs, elle finit fin juillet ou quelque chose comme ça. Ouais, fin juillet, début août. Parce qu'il commence avec... il commence non, 13 juillet. Avec, 13 juillet. Elle finit le 13 juillet. Ouais, 1er juin, 13 juillet. Ouais. Oh bah, my bad, je pense que c'est... En fait, c'est ça que je me suis posé, je me suis fait cette réflexion tout à l'heure. Je me suis dit, mais en fait, les joueurs, quelle est la différence avec une saison de Coupe du Monde ou d'Euro? Comment ils font les clubs pour gérer les retours des joueurs et comment ça se fait qu'au PSG, il y a eu autant de panique et autant d'ingérence, entre guillemets, faut peser mes mots, mais je trouve pas d'autres mots là pour décrire ce que j'ai envie de vous décrire, mais tu vois ce que je veux dire? Alors là, tu vas me dire, ouais, mais les joueurs du PSG, ils sont tous allés, ils ont tous joué la finale de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde des clubs. Ce qui n'est pas le cas quand c'est une sélection comme le Mali ou comme l'Albanie qui s'arrête en poule, etc. Déjà, là, le PSG, ils ont commencé direct avec le match. Le premier match qu'ils font, c'est... Trophée des champions. Comment direct? Trophée des champions. Ouais, ils font pas de match de prépa. Trophée des champions. Et ils enchaînent après avec Tottenham. La Super Coupe d'Europe ou... Non, pardon, quand je dis Trophée des champions, excusez-moi, je me trompe tout à l'heure, c'est Super Coupe d'Europe. Ils commencent par Super Coupe d'Europe, c'est ça. Donc ils commencent direct par la Super Coupe d'Europe et le championnat de France, il reprend plus tôt aussi. Oui, bah là c'était début août, je sais pas de bêtises. Il reprend début août, la première semaine d'août. Mais moi j'ai toujours souvenir que le championnat... Non, il reprend 17 août. Bah ouais, c'est ça, mais c'est comme ça tous les ans, les gars.
Mais moi, Ouais. il me semble que les joueurs ont plus. Alors peut-être que c'est que en France et que dans les autres pays, ils reprennent un peu plus tard et donc du coup on a cette vision-là. Mais il me semblait qu'il y avait plus de temps de repos entre la Coupe du Monde et un Euro et les reprises de championnat. Bah, je me renseignerai, Ah. je regarderai un peu. Là, je vais pas passer 5 minutes à regarder quand est-ce que les équipes reprennent en analyse du monde d'Euro. Mais franchement, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, mais comment en fait on en fait tout un pataquès alors que tous les 2 ans, tu as une Coupe du Monde ou un Euro et c'est à peu près les mêmes dates de compétition. À voir. À voir. Mais en tout cas, moi, pour conclure un peu sur le sujet, et je voulais avoir votre avis sur la question, c'est que au-delà des résultats, parce que quand je compare un peu les résultats entre les différents coachs, les points pris par match, les buts mis, etc., bon, Luis Enrique, c'est pas forcément le meilleur. Mais moi, l'aspect positif que je note chez lui, peut-être qui fait la différence par rapport aux autres coachs, et qu'il a fait tout de suite avec son équipe, c'est qu'il a réussi à rassurer tout le monde. Je sais pas toi comment tu le ressens, Thomas, en tant que supporter du PSG, mais il y a des moments où, alors peut-être qu'il a brisé le signe indien, mais généralement quand on arrivait en mars-février, on commençait à claquer des fesses en se disant ça c'est la période où notre saison va se terminer, alors que là aujourd'hui, même une défaite, bah tu te dis bah c'est pas grave. Ah, après, Alors, peut-être qu'on a gagné la Ligue des Champions, Ah c'est oui, passé, Dusty, c'est normal. même avant d'avoir gagné la Ligue des Champions, genre la saison où on gagne la Ligue des Champions, moi le seul match où vraiment j'ai claqué des fesses, c'était face à Liverpool. Peut-être un peu Moi, j'aurais Aston dit Villa le Aston retour Villa, aussi. perso. Ouais. Non, à Liverpool, j'ai plus claqué. Aston Villa, j'étais plus en mode, ça aurait été un scandale, genre un Manchester United bis ou quoi. Mais par contre, Liverpool, Et encore, ouais. je me suis dit, Liverpool, si on passe pas, c'est C'était pas la grave meilleure parce que équipe. c'était la meilleure équipe du C'était la moment. meilleure équipe jusque janvier. Hein. Bah, clairement. Donc Liverpool, c'était plus en mode, c'est incroyable ce qu'on a fait, plutôt que l'inverse, Aston Villa, où ça aurait été incroyable qu'on passe pas. Ouais, c'est ça. Et si on avait perdu contre Liverpool, je me serais pas dit c'est un scandale. Non, c'est l'équipe, c'est sans doute l'une des meilleures confrontations qu'on a eues cette année. Et ça, ce sentiment, je l'avais pas des années précédentes avec les autres coachs. Ouais, mais Et je trouve que c'est ça aujourd'hui qui fait la différence avec Luis Enrique. alors, il y a 2 choses dans ce que tu dis. Je pense que là, tu parles aussi tu parles un peu cette année, de la confiance qu'on lui donne là, un peu aveuglément en tant que supporter parisien. Et tu parles de l'année dernière où on avait peut-être un peu moins ce sentiment de peur, etc. Moi, je pense qu'aussi, c'est dans sa façon d'être et dans sa façon d'aborder les choses. Je sais pas si vous avez vu son documentaire. Vous ne comprendrez jamais, ou vous ne comprenez jamais, je sais plus ce que c'est. C'est quelqu'un qui relativise énormément en disant les gars, de toute façon, c'est que du foot. C'est ça. Si vous perdez demain, vous perdez un match de foot, c'est du sport. Et quand il te dit ça et que lui, il a perdu sa fille qui avait 6 ans, tu relativises énormément les choses déjà, je pense. Et donc dans le vestiaire, tu amènes. Je pense que dans le vestiaire, il amène un peu cette sérénité et cette relativité un peu sur les événements, etc. Et ensuite, deuxième chose, en tant que supporter parisien, je pense que Dessy, tu dois le vivre pareil. Mais il a un crédit pour le moment qui est presque illimité. Où le mec, s'il perd un match, là-bas, l'exemple parfait, c'est cette année, on a perdu contre Marseille. Mais ça n'a fait aucun bruit. Tout le monde n'en avait rien à faire. Et je me souviens du podcast qu'on avait fait avant. C'était Alex, je crois, qui disait c'est Paris qui a plus à perdre contre Marseille. Mais jamais de la vie. Regarde, voilà la réponse. Ça a duré 24 heures, je pense. 24 heures après, on savait même plus qu'on avait perdu contre Marseille. Ouais, après, il y a le Ballon d'Or qui a aidé aussi. Galtier, je pense que Galtier, il perd contre Marseille 1-0 de cette manière-là. Je pense que tu n'as pas la même réaction des supporters et du Cup notamment, en tribune ou même au niveau global, sur les réseaux de tous les supporters parisiens. Alors que là, tu perds contre Marseille, tout le monde a oublié 24 heures après que Paris avait perdu contre Marseille presque. En plus de ça, tu as eu le Ballon d'Or qui a aidé justement cet oubli un peu. Mais non, il faut pas. Je pense qu'il a une confiance qui est presque illimitée et ça s'effritera sa confiance quand il commencera à avoir des résultats un peu moins bons, un jeu un peu moins intéressant et puis un peu moins compréhensible comme il a pu l'avoir l'année dernière en début de saison et surtout si c'est lié à une communication un peu plus on va dire pas violente mais mauvaise de sa part comme il y a eu aussi en début d'année dernière. Ouais, c'est vrai. Tu veux rajouter quelque chose, James, pour conclure ce sujet ? Non, vas-y, qu'on passe au second sujet. C'est pour ça que je suis là. Hein, on va pas se cacher. Hein.
Non, on voulait avoir ton avis aussi sur ces visions d'entraîneur, puisque moi ça m'intéresse aussi, puisque c'est vrai que par exemple quand on voit un Guardiola qui est beaucoup critiqué en Angleterre avec Manchester City, alors que le mec a juste marché sur la première ligue pendant 4 ans. C'était un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. Les tabloïds anglais sont beaucoup plus violents qu'en France. Et puis même en Espagne, quand Zidane il se faisait critiquer alors qu'il t'a enchaîné 3 Ligues des Champions. Alors. Et en fait, il nous a apporté un truc qu'on pensait jamais avoir à un moment en tant que supporter parisien. Un grand entraîneur. Ce que je veux dire, l'entraîneur. Donc Luis Enrique nous a donné ce que nous, en supporter parisien, on pensait ne jamais pouvoir toucher, parce qu'on se sentait maudit. On se disait ça va jamais être pour nous. Excusez-moi, hein, le violon est sorti. Bien sûr, vous allez gagner. Non, mais alors. On a souffert. Non, mais vous avez souffert. Quand tu sors du Barça ou du United, tu te dis, on ne va jamais la gagner. Non, mais factuellement, avec l'investissement qui est fait, le fait que le PSG grandit d'année en année, ça allait arriver. Non, parce qu'à un moment donné, je me suis même fait la réflexion, les Qataris vont finir par partir. Ouais. Et c'était un scénario. Ils vont en avoir marre, ils vont se barrer. Mais peut-être dans l'avenir, ils vont se barrer parce que théoriquement, ils ont gagné avec des champions. Le Qatar, maintenant, c'est quand même quelque chose d'immense. D'immense. Comparé à la taille du pays, l'importance que le Qatar a en termes de diplomatie, de commerce, tout ça, ils ont leur pari réussi avec Paris. Donc, est-ce qu'ils vont pas se dire, c'est bon, on peut lâcher ça maintenant? Ça, c'est. Bon. Après, je crois pas que ça va arriver. Après, c'est de la politique, je pense. Là, c'est de la géopolitique. Ouais, c'est ça. Ils ont tellement d'investissements en France, c'est vrai. De construire un nouveau stade. Ouais. Peut-être que ça arrivera un jour, j'en ai aucune idée, mais à l'heure actuelle, moi je pense pour les 5-6 prochaines années, non. Le stade va être nécessaire quand même pour augmenter les revenus du PSG et puis pour avoir du PSG, ça c'est un argument bidon. On est le stade qui fait le plus de recettes sur la billetterie en Europe. Mais factuellement, c'est juste qu'ils veulent leur, nouveau stade, leur nouveau joujou. Anne Hidalgo, elle leur a dit non. Et ils ont un ego tellement surdimensionné, ils ont dit comment ça non? Ben on va se barrer, on va construire un stade. Nous. Ils voulaient pas racheter le stade à 25 ou 30 millions, je crois. Tout dans le genre. Ils voulaient racheter le stade, mais sauf que forcément, la mairie de Paris a dit non. On peut vous louer pour 90 ans, mais on va pas vous vendre le stade. Je comprends. Sauf qu'ils ont dit attends. Eux leur argument c'est attends, on a rénové le stade, on l'a remis à neuf, on l'utilise à fond et tout ça. On aimerait bien avoir notre stade. C'est vrai, mais le type de bail que le PSG a, c'est ce que beaucoup de clubs ont. C'est un bail, je sais plus quel nom, mais en gros ils sont céphalotique, je sais pas quoi. Ils sont techniquement ils sont pas propriétaires, mais ils touchent 100% des revenus, tout ça. Mais ouais. Je peux comprendre que le PSG a besoin de son stade et les grands clubs en général ils l'ont. Ils l'ont. Si tu veux grandir, faut avoir son stade, être propriétaire. Ouais, mais pour se retrouver à un stade qui a là on parle d'un stade à 1h30 du centre de Paris. C'est une hérésie. Ça je suis d'accord. Enfin bref. Ça sera un autre sujet pour un autre podcast. Oui. On va pouvoir passer du coup au sujet qui t'intéresse, James. Le RC Lens. Voilà. Et RC Lens qui se porte plutôt bien, qui vient de la boucler une victoire face à Monaco à l'extérieur 4-1. Tout va bien, le groupe vit bien, machallah, comme diraient certains. Mais surtout, la question qu'on va se poser, c'est au vu de ce début de saison, au vu de ces 12 premières journées, est-ce que le RC Lens est capable de reproduire et même de faire mieux que la saison 2022-2023? Et je te laisse ouvrir le bal, James. Alors, je disais que j'avais des arguments pendant le premier sujet par rapport à Lens, mais je pense qu'on peut jouer les troubles faits. Alors, je vais rester mesuré, il faut rester pragmatique parce que par rapport à hier, je pourrais dire qu'on va devenir champion de France. Faut se calmer. On est qu'en novembre, le championnat est encore long, mais sur les 3-4 mois de championnat, ce qu'on peut dire, c'est que l'équipe, tu l'as dit, le groupe vit bien. Il y a aucune histoire, à part l'histoire de Malang Sarr pour le retard, mais c'est anecdotique. Il y a pas grand chose. Le groupe vit bien. Tu sens que les joueurs sont épanouis. L'entraîneur, je vais en parler après de l'entraîneur, mais c'est le meilleur transfert, on va dire, le meilleur coup de cet été pour moi. Et donc, est-ce que Lens peut faire mieux qu'en 2022-2023? Je ne sais pas. On verra les autres équipes, on verra le PSG. Mais en tout cas, je pense qu'on peut faire quelque chose de très grand. Ça, c'est ce que je dirais. Thomas, toi, c'est ton avis sur la question?
Bah pourquoi pas, en tout cas, pourquoi pas voir, tu vois, une saison en tout cas où tu es derrière le PSG, tu joues les troubles faites parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui suivent le train, en tout cas qui veulent prendre cette première place et aller titiller le PSG. Lens fait partie des équipes qui, pour l'instant, tournent très bien et qui ont peu de faux pas. Par contre, il va falloir qu'ils accélèrent encore plus le rythme s'ils veulent vraiment titiller le PSG et aller chercher quelque chose. Parce que là, pour l'instant, en termes de points par match, en termes de buts pris et de buts encaissés et de buts mis par match, c'est moins le ratio est moins bon que la saison 2022-2023. Donc, il va falloir encore plus accélérer et être encore plus fort que ce que tu ne l'es maintenant. Et la question, du coup, quand on a dit ça qu'il faut se poser, c'est quel est le plafond de verre de Lens ? Ça, je peux pas trop le dire parce que je regarde pas tous les matchs de Lens, comme James en tout cas. Mais au vu de l'effectif, de la jeunesse de l'effectif, même si tu as un taulier ou deux qui peuvent faire du bien dans une saison justement où tu peux avoir des ambitions, je pense qu'il y a des matchs où il va falloir pratiquement gagner. En tout cas, il va falloir pratiquement ne plus perdre aucun match jusqu'à la fin de la saison. Parce que je crois que t'es déjà à 4 défaites, non, Lens ? 3 défaites là. 3 défaites. Paris, 3 défaites. mais- Une à domicile et 2 Voilà. à l'extérieur. Donc Ouais. il faut pratiquement plus perdre aucun match. Parce que c'est ça une saison de champion Oui. de Lens quand ils finissent deuxième, de Lille ou de Monaco, c'est 2 ou 3 défaites dans la saison, je crois. C'est 4 défaites. Voilà. Donc faut pratiquement perdre plus aucun match de la saison. Donc non Mais seulement faut marquer plus de buts, faut en prendre moins, faut prendre plus de points et faut pratiquement perdre plus aucun match. Donc Mais il faudrait juste te dire un truc. C'est, je suis d'accord avec toi, Thomas. C'est que on n'a plus le droit à l'erreur et entre guillemets, on a déjà grillé notre joker. C'est vrai que sur une saison de champion, t'as le droit à genre 4 ou 5 défaites maximum. Ça, je suis d'accord. Par contre, Lens a quand même eu des victoires de champion. On parlait du PSG que c'est pas flamboyant dans le jeu, mais ça gagne. Il y a la victoire à Auxerre qui est miraculeuse. T'as le 3-0 contre Lorient où je suis désolé, mais c'est pas un hold-up, mais c'est oh, c'est plutôt bien payé. T'as le Paris FC où on arrive à gagner avec les tripes, alors que franchement ça a été un match super compliqué. C'est des matchs où l'année dernière on les aurait perdus ou peut-être pas, à minima on les aurait pas gagnés. Et c'est des matchs de comment ça, pas de filou, mais c'est pour moi c'est des matchs de ouais, non mais je vois ce que tu parles. Des Ouais, victoires c'est de des matchs champion. tu sais, c'est Voilà. des victoires à l'arrache où t'as l'impression qu'il y a plus rien qui peut t'arriver, que le ballon il tombe toujours du bon côté, Exactement. t'as les comptes favorables, t'as le poteau qui va bien, t'as le ouais c'est ce genre de match, c'est ce genre de saison qui te fait dire, en tout cas moi qui me fait poser la question, est-ce que Lens serait capable de reproduire ce type de saison? Mais il y a un aspect sur lequel Même mieux, je comprends pas, tu décides de reproduire, mais il faut faire mieux encore s'ils ont fini que deuxième. oui, il faut faire mieux, exactement. Ouais. Parce que là, c'est de ça le débat, le sujet qu'on parle. C'est est-ce que Lens peut Est-ce dire qu'ils peuvent faire mieux que 2020 donc être premier. 22-23 Ah ouais. Mais Donc alors, Au moins factuellement, être moi, deuxième, tu et me poses la premier. question aujourd'hui, moi j'y crois pas. Pour moi, ce sera pas possible. Mais on pourra refaire le débat dans 2-3 mois s'ils ont un rythme encore plus effréné et encore plus fort que ça. je suis La- d'accord. La question c'est est-ce qu'ils peuvent refaire la même saison à minima. Le but c'est quand même de faire mieux. Je pense que tu as un c'est- effectif quand même c'est plus dur. dense en termes d'expérience. Pas forcément de qualité, parce que tu as des joueurs de très bonne qualité à Lens. Et en termes d'expérience, tu avais un effectif beaucoup plus dense, je pense, à l'époque de la saison 2022-2023. Moi, je me rappelle d'un match contre Paris, où ils gagnent 1-0, je crois, c'est ça, non? Non, c'est 3-1. Ils gagnent 3-1 au match Ils gagnent aller 3-1. mais ils perdent au match retour. Ok, bah, Oui, ça doit on être le perd à match aller, 0 alors. à cause d'une semelle de Salis Abou Samed, notamment. Mais je me souviens de ce match-là, je sais plus si c'est le match retour ou le match aller, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, mais je me souviens de Lens, ils avaient fait un match de patron. Ouais. Et je me Je crois que ça souviens, doit je me être suis le dit, match aller, hein. cette équipe-là, si elle continue sur ce rythme-là, attention. Alors que là, pour l'instant, quand je regarde des matchs de Lens, je vois pas des matchs de cette envergure-là. Après, si je peux juste un peu, je vais pas faire un contre-argument, mais cette équipe de Lens du 2023, faut se rappeler que c'est l'apogée d'un groupe. C'est l'apogée d'un groupe qui a vécu 2-3 saisons ensemble. On a Derso, Medina, Grady, on a Fofana, il y a Samba. Openda. On a quand même des nouveaux qui sont apparus, Openda, Salistad Boulsamed, tout ça. Mais c'est quand même l'apogée d'un groupe, alors que là,
le groupe, il part pas de nulle part, on est d'accord. Mais sur les, on va dire sur les 11, t'en as au moins 5 ou 6 qui n'étaient soit pas à ce niveau-là, soit n'étaient pas là. Donc pour moi, vas-y aussi. Non, fini, je t'en prie. Pour moi, c'est très fort ce qu'il est en train de réaliser. Après, est-ce qu'on fera mieux, on fera la même performance, ou on fera mieux, je sais pas. Personnellement, si tu me dis, tu finis 3e ou 4e de Ligue 1, mais tu vas chercher la Coupe de France, je signe tout de suite. Pour moi, c'est une saison réussie. Là. Même sans la Coupe de France, 3e ou 4e de Ligue 1, ta saison elle sera réussie, James. Ah, mais on est d'accord. Bah, mais c'est ça. Au vu du début de saison et de l'effectif et de ce qu'on pouvait dire sur Lens, je pense que si t'as un Lens en Ligue des Champions, la saison elle est réussie. Mais même en Coupe de France, même en Coupe de France, non, en Coupe, en Europa League ou en Conference League, moi ça me va parfaitement. Ah oui. Ouais, grave, exactement. T'es dans un nouveau projet. Là où je trouve, et t'as raison aussi, James, et c'est un point que je voulais soulever, c'était en 2022-2023, t'as l'impression que t'es plus sur un milieu fin de projet. Oui. Alors maintenant, t'es sur un début de projet. Donc, est-ce que, à travers ma question, je m'enflamme pas un peu trop en disant, est-ce que Lens va faire la même saison? Est-ce que je suis pas trop en avance par rapport à ce que cet effectif et ce club peut offrir? Malgré le fait que je trouve quand même que l'effectif lensois aujourd'hui a l'air quand même bien meilleur que l'effectif lensois de 2022-2023. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas si Thomas tu veux réagir, je peux te laisser la main si tu veux. Non, vas-y, je t'en prie. Est-ce on a un meilleur effectif? Je pense que oui. Parce que quand tu vois le 11 titulaire, quand même, c'était un 11 de très grande qualité, même s'il y a quand même des traîtres qui étaient là, on le savait pas. Non, mais le banc, tu vois que le banc, ça pêchait quand même. Alors, je vais pas vous citer des joueurs que vous vous souvenez plus et que vous avez oublié l'existence. Mais là, tu vois le banc de cette année, quand même. Alors, c'est pas non plus le Marseille ou quoi, mais c'est quand même un banc de qualité et c'est des joueurs sur lesquels tu peux te reposer et qui sont efficaces. Genre, t'as Sima en remplaçant, je trouve que c'est pas mal. Pour Lens, c'est très bien. T'as quand même des bons joueurs. Et moi, je voudrais juste citer un truc qui je suis content et il me terrorise un peu. C'est, on n'a pas parlé du grand artisan de ça. Il est pas seul, mais Pierre Sage. Non, on allait en venir. Vas-y, je te laisse l'introduire. Pierre Sage qui réalise depuis le début de la saison, c'est absolument monstrueux. Et moi, ce qui me terrifie encore plus, mais dans le bon sens, c'est que je sais pas si vous avez suivi l'interview qu'il donne après Monaco, le match, où on met quand même 3 buts à Monaco et je sais pas si vous avez vu les buts, c'est pas des petits buts quoi. Il y a quand même surtout le but de Saïd, c'est un gros pétard. Enfin bref, on met des beaux buts et on est vraiment, on est très bon. Et il te dit quand même, il est pas, c'est pas qu'il est pas content, mais il est pas entièrement satisfait. Et ça, c'est très bien de se dire que il voudra toujours plus. Et moi, je suis vraiment content par rapport à ça. Thomas, tu veux peut-être réagir à ce que dit James, notamment sur Pierre Sage. Moi, je suis à 100% d'accord avec James sur Pierre Sage. De toute façon, pour moi, c'est un entraîneur qui est, en tout cas, c'est sûrement pas surcoté, peut-être plus sous-coté qu'autre chose, parce que et encore sous-côté, je pense que c'est même pas ça, parce qu'il est jeune encore en tant qu'entraîneur, donc il a fait quelque chose avec Lyon qui est exceptionnel, et puis derrière, il fallait lui redonner une chance quelque part. Ça a été fait avec Lens, et je pense que c'est une très très bonne pioche pour Lens. On en a déjà parlé pendant un podcast. C'est une vraie plus-value, et c'est une des meilleures recrues de Lens. En tout cas, c'est indéniable. Si ce n'est pas la meilleure, c'est Pierre Sage. J'adore sa façon de parler football, sa façon de voir le foot. Comment il explique ça aux médias, cette sérénité qu'il amène dans ses groupes. C'est quelqu'un qui joue en plus la gagne, c'est qui aborde les matchs à comment on va faire pour gagner le match. Et en Ligue 1, pendant des années, c'était des entraîneurs qui pensaient à comment ne pas perdre le match en Ligue 1. Je pense qu'il amène cette sérénité et cette insouciance. Il arrive à la canaliser parce que c'est un groupe qui est quand même très jeune à Lens. Il arrive à canaliser un peu cette insouciance grâce à sa sérénité et à son calme, et tout en leur laissant des libertés quand même, et en leur disant justement qu'il faut qu'ils prennent du plaisir sur le terrain. Il parle beaucoup de plaisir, Pierre Sage. Déjà, quand un entraîneur parle beaucoup de plaisir à son groupe, c'est que tu comprends un peu les intentions qu'il a dans le jeu. Donc non, moi je
confirme, enfin je valide tout ce que James vient de dire. C'est sûr que c'est quelqu'un qu'il faut qu'on garde dans notre Ligue 1 le plus longtemps possible. Et Ouais. j'espère que Lens, en tout cas, gardera cet entraîneur-là dans leur projet dans les 2-3 prochaines années pour que justement on arrive à cet apogée de projet dans 2-3 ans et qu'il puisse arriver à sérieusement devenir un candidat pour une deuxième place et qu'on se dise Lens cette année c'est deuxième. Tu vois, Lens, quand on a démarré la saison, on s'est dit, si c'est 6, 7e, c'est pas mal, parce que devant t'as Lille, t'as Monaco, t'as Marseille, t'as Paris, t'as Strasbourg. Demain, peut-être que dans 2-3 ans, grâce à Pierre Sage, le projet de Lens, ce sera, on commence la saison, nous, on vise la deuxième place et sur un malentendu, la première. Et je pense que c'est le projet sur lequel va le club, ou en tout cas, c'est la direction qu'ils prennent. Je sais pas si c'est ce qu'ils ont envie de faire, et si c'était leurs ambitions, mais c'est en tout cas la direction qu'ils prennent si ça continue comme ça. Moi, c'est ce qui m'impressionne avec Pierre Sage et forcément, je le compare un peu avec Francaise et la construction des deux équipes. Et vous l'avez dit à juste titre. Je pense que je peux difficilement rajouter quelque chose à ce que vous avez dit, mais c'est cette sérénité quand on l'a en interview qui est assez incroyable. Et au-delà même de l'aspect tactique. Alors je dis pas que c'est pas un tacticien, loin de là, mais je trouve que c'est dans la manière dont il fait vivre son groupe que ça fait une vraie différence par rapport à ce qu'on aurait pu voir avant. Alors après, on va dire qu'il s'en sort bien, il passe après Will Steele, c'est comme le bac, quand tu passes après le cancre, forcément même si t'es moyen, tu parais t'as l'impression d'être un génie, donc c'est méchant ça, Dusty. le pauvre, en plus il s'est fait jeter là. Il s'est fait jeter le deuxième ouais, malheureusement. Bon courage à lui. Les lois du foot. Mais oui. Mais tu vois, c'est ça aussi. Je me dis, il faut peut-être pas s'enflammer parce que voilà, je reprends mon exemple, c'est que est-ce qu'on voit pas aussi tout ça trop beau parce que derrière il y a eu Will Steele, c'est pas fou. Alors Pierre Sage a beaucoup de qualités, mais est-ce que et là encore une fois, malheureusement, on va devoir reprendre le championnat en considération, et ce que font les concurrents. Certes, ce que fait Pierre Sage, c'est bien, mais est-ce qu'il bénéficie pas aussi de la médiocrité de certaines équipes qui arrivent pas à suivre le rythme, comme Monaco, comme Lille, comme Marseille, qui devrait être, comme Marseille, qui devrait faire beaucoup loin mieux, devant, qui devrait être les moteurs de ce championnat. Est-ce qu'il ça aussi, ça le met pas encore plus en avant, ça le fait pas encore plus briller. Si, c'est sûr. Vas-y, James, après, mais c'est sûr. Vas-y, alors je suis d'accord sur le fait qu'il y a certaines équipes qui sous-performent, genre les chiens de Lille, là actuellement c'est compliqué, c'est très compliqué et je suis très heureux de ça, évidemment. Et puis Monaco, on l'a vu déjà contre les équipes moyennes, entre gros guillemets, c'est compliqué. Là, il y a des faits de jeu hier, mais on les a bouffés, excusez-moi de le terme, mais le pressing hier, c'est 4-1. Et surtout, alors si vous n'avez pas vu le but de Sangaré, allez le voir. C'est un chef-d'œuvre. Non, je trouve que d'un côté, il y a des équipes qui sous-performent, genre Marseille, c'est c'est compliqué. Genre, je me souviens avant le match contre Lens, tout ça, ils disaient ouais, on va aller chercher genre 10 points sur les 6 prochains matchs. Bon pour l'instant, t'y es pas. Et puis, mais d'un côté, je pense que Lens est très performant. J'avais dit il y a 1 ou 2 semaines après le Metz, cette défaite, elle est bien, parce qu'elle remet un peu une claque d'humilité dans cette équipe, tu vois. On se prend pas pour n'importe qui, et surtout, faut un peu qu'on redescende sur terre. On est Lens, on doit travailler plus que les autres, parce que factuellement, on a des joueurs de moins bonne qualité. On a des très bons joueurs, mais comparé à Marseille, Paris, Lille, Lyon, etc. C'est moins bien. Lyon, faudrait, ça discute encore, mais faut travailler plus. Et moi, ce qui me plaît, c'est quand même qu'il y a toujours de l'exigence. Elle est vraiment au max. C'est pas parce qu'on est un petit club on n'a pas le droit d'être exigeant. On gagnera peut-être pas la Ligue 1 et on finira peut-être pas deuxième. C'est fort probable. Mais même si on termine 3 ou 4e et qu'on termine en Champions League ou en Europa League, je trouve que franchement, ça serait exceptionnel. Parce que l'année où de toute façon Lens finit 2e, ça se joue sur la fin avec Marseille. Ça se joue sur les dernières journées. C'est là où ça se décide. Lens-Marseille à Bollaert sur une des dernières journées de Ligue 1.
Tu voulais dire, Thomas, avant que James prenne la Non, puis Lens, la saison de Lens, moi j'ai plus souvenir que c'était Lens et Marseille qui se battaient pour la deuxième et troisième, plutôt que Lens qui se battait pour la première. Et que c'est Paris qui a perdu des points à la fin et qui fait qu'il y a eu qu'un point d'écart à la fin. Mais il n'y avait pas de bataille pour la Ligue 1. Au final, on s'est jamais dit dans la saison, est-ce que Lens va finir champion, est-ce que Lens va réussir à accrocher la deuxième place au détriment de Marseille. C'était plus ça le discours à l'époque. Et oui, il y a effectivement. Eu des petits moments de frayeur où Lens revenait à 4-5 points et bon, forcément tu crées un sujet en disant oui. voilà, Tu si peux être Paris légitime, perd, même. est-ce que tu peux pas faire un truc, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes la fin du championnat qu'il y a qu'un point d'écart, tu dis ça a été serré, alors que non, Paris, je crois qu'ils sont champions 3 ou 4 journées avant. Un truc dans le genre. Voilà, il lâche sur la fin, mais je suis d'accord avec toi où c'était plus une bataille, pour moi en tout cas dans les faits, entre Lens et Marseille. Et je pense que c'est plus ce qui va arriver dans cette fin de saison-là, c'est avec Lens, c'est que là, pour le coup, on parle de la médiocrité des équipes qui prennent pas le lead ou qui en tout cas prennent pas leurs responsabilités pour aller justement grappiller des points maintenant, pendant que le PSG le fait pas. Je pense que Lens, s'il continue sur ce rythme-là, ça va aller se battre avec des Strasbourg, avec des Monaco, avec des Marseille. Regarde, on l'a vu hier, la confrontation directe entre Monaco et Lens, comment ça a fini, hein. Ça a fini en boucherie, donc demain tu te demandes légitimement si Lens, ils sont pas un candidat plus sérieux que des équipes comme ça qui depuis le début de saison déçoivent dans la qualité du jeu et dans les résultats. Alors que Lens c'est constant et c'est et ils sont en train, c'est en tout cas la bonne surprise et c'est la belle histoire de ce début de saison Lens. Donc parce que clairement c'est quoi, c'est troisième Lens ou deuxième, c'est ça, en entendant le match du PSG demain. C'est deuxième ex-aequo pour l'instant. Voilà, c'est ça. Ex-aequo avec Marseille. Ouais. Donc non c'est. Je pense qu'il bénéficie, comme je disais Desti, de l'incapacité des équipes devant ou derrière à enchaîner les bonnes perfs et les bons résultats. Et il bénéficie aussi de leur qualité, tout simplement parce que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité et qui réussit, en tout cas, à montrer, à avoir des résultats, à montrer des belles choses sur le terrain. Donc c'est un cocktail qui fait que les opportunités viennent, ils les saisissent pour le moment. Mais encore une fois... si on revient au sujet au débat du jour, moi pour l'instant j'y crois pas, j'attends de voir un peu le comportement des autres équipes autour et surtout s'ils arrivent à passer la vitesse supérieure et à encore augmenter un peu plus le rythme. Tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, James, sur... Ouais, je dirais juste, on en reparlera dans 2-3 mois. Si on a avec encore... plaisir même. Ouais, mais non, mais je suis d'accord avec toi, c'est ce que je disais, parce que on s'enflamme, c'est normal, on est Lens, on est, entre guillemets, on n'est pas habitué, on a déjà été dans ces positions-là, mais c'est rare, c'est très rare qu'on joue les 3 premières places, c'est pas notre place, on va dire. Est-ce que tu joues normal. même aujourd'hui là? Est-ce que ton discours aujourd'hui c'est on joue les 3 premières places? Je suis même pas sûr encore. Non. Moi je pense que tu prends. Moi je pense que l'adage un peu basique là, basique du on joue les matchs après les matchs. Je pense que c'est vraiment la mentalité des Lensois pour le moment. Il faut. C'est pour le moment, on fait des bonnes perfs, on continue à les enchaîner et on continue à travailler comme tu dis, c'est peut-être plus que les autres. Et les résultats, s'ils viennent, tant mieux. Et à un moment donné, on se posera, on fera bon, on en est où? Les autres, ils en sont où? Qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher? Oui, mais bien sûr. Il faut qu'on se concentre sur nous. Là, pour l'instant, l'objectif déjà de base. Alors, c'est un objectif bateau, mais c'est toujours bon de le rappeler. C'est le maintien. On est à 3 matchs du maintien sur la première partie de saison, ce qui est énorme pour nous. Et on n'a pas d'objectif. Et ce qui est bien, c'est que on peut viser aussi haut qu'on le peut, que les résultats le permettent, que le jeu et les autres équipes, Donc pour moi, je pense qu'inconsciemment et discrètement, t'as quand même cet objectif d'aller chercher une conférence League. Une petite conférence League pour l'année prochaine. Ça a été dit. Ça a été dit pour le coup que on vise les places européennes. Après lesquelles, ça on verra. Mais ça se dit en début de saison, ça c'était un objectif de viser les places européennes. Je pense pas. De toute façon, si on reprend le podcast qu'on avait fait sur les équipes, on avait fait un podcast sur le top, on va dire le top 20 et de 20 à 10 et de 10 à premier. Je t'avais dit, c'est une saison de reconstruction. Entre la 7e et la 10e place, ça serait très bien. On va pas se le cacher, on a un nouvel entraîneur, t'as des nouveaux joueurs à chaque strate de l'équipe. Non, pour moi ça aurait pas été choquant. Là, ça se passe bien. Il y a des joueurs quand même qui reprennent des couleurs. Alors oui, Malang Sarr,
on pourra en reparler beaucoup de temps, hein, mais il y a Malançard, Thauvin, Malançard, Grady, Thomasson, il y a quand même un j'adore rôle ce joueur, Thomasson. moi. Ah mais c'est l'intelligence à l'état pur. C'est pas, alors c'est impressionnant quand tu t'y connais le foot, mais quand t'es novice, tu vas te dire c'est pas un joueur incroyable. Mais c'est un joueur juste. Oui, C'est mais un son travail. Benjamin André, c'est des joueurs comme ça en Ligue 1, des Rongier, c'est des mecs C'est ça. qui sont faits Ouais. pour la Ligue 1, qui sont très bons dans leur club en Ligue 1, qui sont très Exactement. constants. C'est minimum 5, des fois t'as un 6, 7, 8. Ouais, c'est c'est minimum ça. 5 à tous les matchs, c'est très costaud. Hein. C'est ça, mais Même Mathieu Hudol, j'aime bien son intégration dans l'équipe Incroyable. lensoise, hein. Risser, c'est un très Incroyable. bon gardien. Incroyable. Bon, le match qu'il te fait encore, il arrête un péno. Enfin, Risser, on va pas le garder longtemps, je pense. Malheureusement, il y a des Ouais. joueurs, genre Sangaré, Beidou, Risser, je pense que ça va pas partir tout de suite. Faut pas Vous l'avez déconner. récupéré où, Risser d'ailleurs? Bah Strasbourg. Strasbourg. Bah, Strasbourg nous le vend, alors 3,5 millions. Je tiens à le dire. Pour un T'imagines gardien, alors c'était un pari. On le lance dans le grand bain à Vatan. Il a été titulaire au Red Star. Le Red Star, c'est un bon club de Ligue 2, il y a pas de souci. Mais Lens, c'est quand même une strate au-dessus. Et on le met titulaire. Et le choix a été fait, c'est qu'on a pris Régis Gertner, bon taulier de Ligue 2, pour lui inculquer l'expérience. Mais on lui a pas mis de concurrence dans les pattes. C'est ça qui est intéressant. Non, franchement, il y a des paris qui ont été faits. Hudson Edouard, pour l'instant, le pari, je pense qu'on peut le dire, c'est réussi. Hein, C'est quoi, il est à 4 buts là, c'est ça? 3-4 buts pour l'instant, début de saison? Je crois que 5 ou 6. Ah ouais, ok. Bah, là, je crois qu'il a marqué son 5e but en 6 matchs. Si je dis pas de bêtises. Ok. Et non, et il a fait une passe D en plus hier. Non, il y a quand même Ouais, des il a joueurs qui 5 buts, autant de buts que Saïd. Les deux sont à 5 buts. Ouais, c'est quand même. Les paris sont réussis pour l'instant. Il n'y a pas de flop. Si tu me demanderais un flop, je pourrais pas t'en donner. Hein. Parce que tout le monde a été, comment ça? Tout le monde a bien été intégré. L'équipe tourne bien. Tu sens que humainement, ça va vraiment. Genre il y a des sourires. Alors, je dis pas que tout le temps les sourires, des fois ça peut être trompeur. Mais là, tu sens que l'équipe, elle vit bien, elle tourne bien, elle s'entend bien. Et puis, on verra où ça va nous mener. Et ce qui est intéressant, c'est que face aux concurrents directs, on va dire, pour la plupart, tu fais le plein de points à domicile. T'as eu Marseille à domicile, tu les bats. T'as eu Lille à domicile, tu les bats. T'as eu Lyon, première journée, ils perdent à domicile. Ouais. Là, tu vas avoir Strasbourg qui va arriver après la trêve. Hyper important, ça, d'être solide à domicile. Hein, dans une saison où tu veux avoir des ambitions. Mais bien sûr, Donc, et les saisons passées, je sais pas si tu te souviens de mes messages la saison dernière, à domicile on était, alors je vais rester poli, mais on était une passoire. Non mais j'aurais pu dire d'autres mots, mais je vais éviter. Mais on était vraiment une passoire. On perd 3-2 contre le Havre, on perd 4-0 contre Auxerre, on perd 2-0 contre Reims. Bollard a été souillé. J'ai pas de le dire. Et là, c'est redevenu une forteresse. Non mais, faut le dire. Hein. Très bien, messieurs. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet? On est sur la fin, là. C'est déjà beaucoup pour Lens, je trouve. Malançard, Ballon d'Or. Voilà, tout ce que je dirais. Hein, Je rigole. C'est une belle J'espère fin. qu'on en reparlera plus tard à coup de Lens. Ça doit dire qu'ils font une grande saison. Ou peut-être on sera relégable. On sait pas. Non, là, j'étais pas coupé tout à l'heure, mais c'était presque un manque de respect de parler de maintien quand tu parlais de Lens tout à l'heure. Là. Non, mais on a déjà acquis le maintien. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il me parle de maintien. Non, mais Thomas, le débat du jour, c'était est-ce qu'on peut faire mieux qu'en 2022-2023 où tu vas chercher 84 points. Je sais que pour toi ça paraît trop gros, mais quand j'ai commencé à supporter Lens, une des premières saisons, je me souviens, c'est la saison 2007-2008. On a des genre 3e ou 4e budget de Ligue 1. On termine 18e ou 19e. Hein. Je comprends. Donc oui, je suis d'accord que pour vous, ça serait lunaire, et même pour moi, on va pas se le cacher, ça serait lunaire qu'on se maintienne pas. Mais ça reste quand même l'objectif premier du club, que ça s'inscrive dans la stabilité. Non, peut-être pas l'objectif premier, mais c'est un objectif. Ouais, non mais. Non, mais. Moi, je pense que leur objectif, c'est première partie de tableau. Et on voit comment la saison se passe, si on peut les grapper. Oui, non mais.
Mais on va pas se cacher, aller choper le maintien le plus vite possible et après voir ce qu'on peut aller chercher, c'est un objectif. Moi, je suis désolé, Moi, une catastrophe. je serais curieux de savoir s'ils ont déjà parlé une seule fois de maintien dans le vestiaire. Non, bah non, on en a pas parlé. Mais aller chercher les points pour se Non, maintenir mais et quand après. t'as du Metz, du Lorient, du Non, mais- Nantes, Non mais oui. Angers, Auxerre. du Angers, du Auxerre, Non, mais me parle pas de Je maintien. dis pas qu'on joue le maintien, les gars. C'est pas ce que je dis. Mais aller choper les points pour se dire, avec le maintien, c'est bon, on n'a plus à s'en faire. Là, on peut voir ce qu'on peut aller viser le plus haut. C'est déjà pas mal pour Lens. Mais non, mais bien sûr, on joue pas le maintien, les gars. Le jour où on joue le maintien, je pense que je kiffe Stadium Ligue 1. Je tiens à le dire. Ouais, c'est la vie d'un supporter, mon gars. Moi, j'ai commencé Ah bah, à t'inquiète regarder pas, le PSG, on était 17ème de Ligue 1, mon gars. Ouais, d'ailleurs, on en parlera un jour de Stadium Ligue 1 de cette affaire de corruption Sochaux au PSG. Hein. On en parlera. De cette affaire de corruption, non, mais qu'est-ce qu'il Ouais, faut on en faire, reparlera. Amara Diané, hein. On sait ce que t'as Un fait. grand Amaradianais, Un c'est tout. très grand. Ouais, la Parce qu'on corruption. vous, on vous fait descendre du coup cette année, c'est ça? Mais bien sûr. Bien Ouais, sûr. c'est ce que je me disais. Non, mais on en reparlera de cette affaire sordide. Hein. Mais c'est avec Ah, Sochaux je qu'il pense- faut en parler, mon poulet. C'est pas avec nous, hein. J'ai- Nous, on voulait le gagner le match, hein. On a rien truqué, poulet. Ouais, bon, le PSG, je pense qu'il a dû faire une petite offre. Hein. Voilà. C'était des clochards à l'époque, le PSG, qu'est-ce que tu me dis? Ah oui. Bah, le seul joueur qui était classe, il y avait le numéro 9 derrière le dos. Et je comprends même pas pourquoi il est resté, par amour du club, mais il aurait dû se casser. Non, on avait une équipe sympa, mais c'était Mais oui. des clochards. Enfin, On avait une équipe sympa, mais c'était des clochards. Mais sur le terrain, c'est catastrophique. Ah ouais, c'était. Enfin, bref. Il y avait les Peggy, Louis Ndoula, le grand. Oh bah t'avais Pi, Ouais, t'avais Paoletta, Louindoula, t'avais Roten, Roten. c'est Seignon qui commençait à arriver, je me rappelle, Camara, Armand, Chantôme, Bourillon. Non, t'avais une belle équipe de Ligue 1. C'était qui? C'était Leti... Non, c'était. plus Mathéa Leti, Kejman, aucun tu te souviens de chose. Kejman? Ah, bah, le mec qui a Mathéa acheté Kejman, son ouais. maillot Ouais. sorti, On s'est dit, c'est Je qui m'en ce souviens, mec, la c'est pépite et crétin. tout, une machine de guerre Ouais. et tout, il vient de Chelsea. Parce crois qu'il- qu'il nous avait Ajax. mis une sauce. Non, je crois qu'il était au Spartak ou un délire comme ça. Alors il a Oui, joué ça à doit être Chelsea, ça. mais je sais pas Contre lui s'il en n'est Europe. pas du Sparta ouais, quand on le recrute. Et il nous avait mis une sauce dans un match. Et je crois le mercato suivant, on l'achète. Et c'était une bouse. Je me suis dit, mais putain, mais ça, c'est des achats compulsifs, là, comme Ouais, ça. ouais. Attends, je Ça regarde un rappelle peu des son bons souvenirs. parcours. Putain. Après, et quand vous l'achetez, il y a quand même une très grosse réputation. Il fait Chelsea, Atlético, Fenerbahçe. C'est pas non plus n'importe qui. Hein. Et après, oui, il va au En Zénith. début hein. en plus. Hein. Ah, au Il prend des Zénith. Ouais, ouais. Ouais, Et et au Fenerbahçe, PSG, il fait 30 buts en 69 matchs. Hein. au PSV, il a mis quand même 129 buts en 176 matchs. C'est n'importe Ouais, mais quoi. nous, on les a pas vus au PSG, ces buts. Ah non, bah, c'est combien? mais C'est 10, 10 non, buts mais en... 10. Il a en 56 matchs, je crois, un truc comme ça. Je sais Ah plus, non, ouais. et ça finit où il jette son maillot en sortant de la pelouse. Enfin, tu te Ouais. dis, c'est pour ça qu'on dit qu'on a Belle souffert, époque. on a souffert. Je me crois pas. Réalité. Même quand vous avez souffert, vous avez gagné une coupe de la Ligue, c'est bon. Hein. J'aimerais bien souffrir Non, mais et gagner les des... coupes, les coupes, c'est chez nous. Tu sais que j'ai des meilleurs Ouais, non, souvenirs de victoires en Coupe de la Ligue ou Coupe de France que des victoires en Ligue 1. Ah ouais, mais les coupes, c'était mythique Ouais. quand même. Moi, j'ai Moi, j'ai des quand même super d'une souvenirs des frappe coupes, de Dorasso face à l'OM en coupe. Enfin, alors c'est quoi? Il a mis 2 buts au PSG, Dorasso, un truc comme ça. Le mec qui joue au milieu def, il avait jamais marqué quand il te plante en finale de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue, là, je sais Non. plus. Enfin bref, Magnifique. bien belle époque. Non. Eh bien, messieurs, merci beaucoup pour ce petit épisode très sympathique. Hein. Bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner hein, et quel bilan on va pouvoir faire du coup de la fin de saison du PSG, hein, voir ce que ça va donner sur les dernières journées, enfin sur cette deuxième partie de saison hein, qui va bientôt arriver, mais surtout voir ce que va faire le RC Lens, le RC Lens en fin de championnat, en espérant qu'ils arrivent le plus haut possible. Dans tous les cas, bah nous on va se retrouver la semaine prochaine pour la reprise du championnat, la 13e journée du championnat si je me trompe pas, avant une nouvelle trêve de décembre, en espérant que les joueurs voilà sont bien reposés et ont remis un peu, ont rafraîchi un peu leur mental et fait baisser la pression.
Et puis maintenant vous pouvez nous retrouver comme vous le voyez sur YouTube, sur Spotify, Deezer, Apple Music et tout ce qui va avec. Et puis on vous souhaite une bonne trêve internationale et on vous dit à bientôt sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et bien sûr de la galaxie.